Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre vraiment essentiel du programme de seconde, la Renaissance, l'humanisme et les réformes religieuses des 15e et 16e siècles. C'est une période de basculement, un vrai moment charnière où l'Europe va quitter petit à petit le Moyen Âge pour entrer dans ce qu'on appelle la modernité. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est la suivante. Comment est-ce que les mutations intellectuelles, artistiques et religieuses de cette époque provoquent une rupture majeure et font entrer l'Europe dans une toute nouvelle ère? Alors, pour commencer, regardons attentivement cette œuvre. On y voit Saint Jérôme. Mais attention, il n'est pas dans une église. Non, il est seul dans son bureau, complètement plongé dans l'étude des textes. Et ça, c'est une image qui est radicalement nouvelle pour l'époque. Il faut s'imaginer, au Moyen-Âge, un livre, c'est un objet rarissime, très précieux, recopié à la main et conservé dans les monastères. L'accès direct au savoir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce tableau, en fait, il symbolise une véritable révolution. C'est l'idée qu'un individu peut, par son propre intellect, retourner au texte d'origine, sans intermédiaire, pour y trouver la vérité. C'est ce principe du retour aux sources qui va absolument tout changer. Justement, cette soif de retour aux sources, elle est au cœur d'un mouvement intellectuel hyper puissant qui va redéfinir la place de l'être humain dans l'univers, l'humanisme. Alors, l'humanisme, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, la définition a l'air simple, on place l'homme au centre de tout. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, les humanistes, comme Erasme par exemple, ils redécouvrent les philosophes de l'Antiquité, Platon, Cicéron, et dans leurs textes, ils ne trouvent pas que des prières, non, ils trouvent des réflexions sur la politique, la justice, le beau, l'éducation. En fait, ils réalisent que l'être humain a la capacité de comprendre le monde et de l'améliorer par sa propre raison. C'est un changement de perspective qui est juste immense. Et ce qui est vraiment révolutionnaire là-dedans, c'est cet optimisme. L'humanisme, c'est une foi incroyable dans la capacité de l'être humain à se perfectionner. Comment? Par l'éducation, par l'étude des langues anciennes, bref, par la connaissance. On passe d'une vision très médiévale, où l'homme est d'abord un pécheur qui attend son salut, à une vision où il devient un créateur, maître de son propre destin. Mais une idée, même si elle est géniale, elle reste limitée si elle n'a pas les moyens de se diffuser. Et c'est là qu'intervient une invention technologique qui va tout bouleverser. Observez bien cet atelier. On voit bien toute la complexité du processus. Les ouvriers qui assemblent les pages avec des petites lettres en plomb, la presse énorme qui permet d'imprimer. Ça, c'est l'invention de Gutenberg vers 1455. Avant ça, il fallait des mois, voire des années à un moine pour recopier un seul livre. Avec cette machine, on peut en produire des centaines en quelques semaines. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une rupture technologique totale. On peut parler d'une véritable industrialisation du savoir. Et regardez l'effet que ça a sur cette carte. Les points rouges et jaunes, ils se multiplient à travers toute l'Europe. Les ateliers d'imprimerie se répandent depuis l'Allemagne vers l'Italie, la France, l'Angleterre, et avec eux, évidemment, les idées humanistes se diffusent à une vitesse jamais vue. L'imprimerie, c'est vraiment le moteur de la circulation des idées nouvelles. On peut clairement parler du premier réseau d'information à l'échelle du continent. Ce chiffre, 180, ça peut paraître peu aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est énorme. C'est le nombre d'exemplaires de la toute première Bible imprimée par Gutenberg. Cette première grande entreprise industrielle, comme on l'a appelée, elle marque le début d'une nouvelle ère. Des milliers et puis des millions de livres vont littéralement inonder l'Europe et rendre le savoir accessible à un public bien plus large. Voyons maintenant quelles sont les conséquences concrètes de cette double révolution, à la fois intellectuelle et technique, sur deux piliers de la société, l'art et la religion. Ce tableau, il illustre parfaitement le changement de statut de celui qui crée. À gauche, l'artisan du Moyen-Âge. Il est anonyme. Il travaille au service d'un chantier collectif, comme la construction d'une cathédrale. Son nom, on le retient rarement. Et à droite, l'artiste de la Renaissance. Il se représente lui-même, il signe ses œuvres, il a son propre style. Pensez à Léonard de Vinci. Ce n'est pas juste un peintre, c'est un ingénieur, un anatomiste, un intellectuel qui se sert de la science pour perfectionner son art. L'artiste n'est plus un simple exécutant, il devient un créateur, un savant. L'artiste devient donc l'égal du savant et l'individu créateur est valorisé. Mais cette nouvelle place de l'individu, elle se pose aussi face à Dieu. Et là, l'ambiance est beaucoup plus tendue. Beaucoup de croyants sont angoissés par la question de leur salut, et ils critiquent de plus en plus les pratiques de l'Église, surtout la vente des indulgences, ces certificats qui étaient censés pardonner les péchés en échange d'argent. Un profond désir de revenir à une foi plus pure, plus personnelle, commence à se faire sentir. Et cette tension, elle va aboutir à une fracture majeure. On voit bien la chronologie ici. Après le schisme de 1054, qui avait déjà séparé catholiques et orthodoxes, cette fois c'est l'Occident lui-même qui se déchire.
L'étincelle, c'est en 1517, quand le moine Martin Luther affiche ses 95 thèses pour dénoncer le trafic des indulgences. Son geste va déclencher la réforme protestante, qui va elle-même se diviser en plusieurs courants, le luthéranisme en Allemagne, le calvinisme en Suisse et en France, et l'anglicanisme en Angleterre. L'unité chrétienne de l'Europe médiévale est définitivement brisée. Et le résultat, il est là, sur cette carte. L'unité religieuse de l'Europe occidentale a complètement volé en éclats. Le Nord est devenu majoritairement protestant, le Sud reste catholique. Ces nouvelles frontières de la foi vont être à l'origine de guerres de religion absolument terribles qui vont ensanglanter le continent pendant plus d'un siècle. Et qui est-ce qu'on retrouve au cœur de cette volonté de réforme? Un humaniste, Erasme, qu'on surnommait le prince des humanistes. Regardez bien cette citation. Il applique la méthode humaniste, le fameux retour aux sources, à la Bible elle-même. En proposant une nouvelle traduction du Nouveau Testament directement depuis le texte grec, il court-circuite la version latine officielle de l'Église. Il permet donc à chacun de lire et d'interpréter le texte, ce qui remet en cause le monopole du clergé sur l'interprétation des Écritures. Ce texte d'Erasme, c'est un cas d'école parfait pour appliquer la méthode de l'étude critique de documents, celle qu'on vous demande au lycée. Retenez bien ces 3 étapes, elles sont fondamentales. D'abord, on présente le document. Qui est l'auteur? Erasme, un humaniste chrétien. La nature, une lettre. La date, 1516, juste avant que l'affaire Luther n'éclate. Le contexte est donc celui d'une tension qui monte. Ensuite, on analyse. Ça, c'est le cœur du travail. Qu'est-ce que dit le texte? Erasme affirme qu'il faut revenir aux sources grecques de la Bible pour trouver la pure doctrine. Il critique donc implicitement la version officielle de l'Église. Et enfin, et c'est ça qui fait toute la différence, on critique. Quelle est la portée de ce texte? L'intention d'Erasme, c'est de réformer l'Église de l'intérieur, pas de la briser, mais en donnant des arguments intellectuels à ceux qui critiquent Rome, ses travaux vont, sans qu'ils le veuillent vraiment, nourrir la réforme de Luther. La critique, c'est ça, c'est comprendre les intentions, mais aussi les conséquences. C'est une compétence essentielle. Bon, maintenant faisons le bilan. Quelles sont les conséquences sur le long terme de cette période si dense? Ce schéma bilan, il nous permet de tout reconnecter. Suivons les flèches. À la base, on a la redécouverte de l'Antiquité qui nourrit l'humanisme. Cette nouvelle vision de l'homme, qui est diffusée massivement grâce à l'imprimerie, a 2 grandes conséquences. D'un côté, une révolution artistique, la Renaissance. De l'autre, elle alimente une contestation religieuse qui mène à la réforme protestante. Et face à cette fracture, l'Église catholique est bien obligée de réagir. C'est ce qu'on appelle la contre-réforme ou réforme catholique, où elle va réaffirmer ses dogmes tout en corrigeant certains abus. On voit bien que tout est lié. L'héritage de cette période est donc double. D'un côté, on a un épanouissement culturel et intellectuel sans précédent, une confiance renouvelée dans les capacités humaines. Et de l'autre, une division religieuse profonde, durable, qui va engendrer des conflits d'une violence inouïe. La modernité européenne, elle naît à la fois dans la lumière de l'art et dans le sang des guerres de religion. Pour conclure, et pour répondre à notre problématique de départ, oui, cette période fait bien entrer l'Europe dans la modernité en brisant les cadres du Moyen-Âge. L'individu qui pense par lui-même, l'artiste créateur, le fidèle qui lit la Bible, tout ça émerge à ce moment-là. Mais cette modernité est ambivalente. Elle est porteuse de progrès, mais aussi de division. La question qui reste ouverte, et qui nous mènera au chapitre suivant, c'est celle-ci. En affirmant l'individu et les consciences nationales, est-ce que cette période n'a pas, en quelque sorte, semé les germes des grands conflits européens qui allaient suivre? Et pour finir, voici une petite fiche de révision pour aider à tout synthétiser. Retenez bien ces dates, ces acteurs et ces concepts. C'est vraiment le socle de ce chapitre. Savoir les définir précisément et surtout les relier entre eux, c'est la clé pour réussir une composition ou une étude de documents sur ce sujet. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle analyse.